Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne parlementaire. C'est l'heure de Parlement Hebdo. On refait l'actualité politique et parlementaire avec Katia Guilder. Bonjour Katia. Et cette semaine, dans l'actualité, un Premier ministre qui occupe tous les terrains. Lundi, quelques heures en banlieue et puis s'en va. Manuel Valls et 17 ministres sont allés au Mureau dans les Yvelines. Comité interministériel, le Premier ministre a promis d'agir pour ces quartiers. Manuel Valls à l'attaque également sur le front politique. Tout devra être fait pour empêcher le Front National de gagner une région lors des élections régionales. Parole du Premier ministre au micro du Bondi Blog, des paroles dont on a beaucoup parlé. Et puis nous parlerons du Sénat qui refuse de ratifier la charte sur les langues régionales. Attaque de la gauche qui parle de fautes et de vision rabougrie. Tout un programme. Et cette semaine, Denis Baupin est notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député écologiste de Paris et vice-président de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup d'actualités pour vous cette semaine, mais c'est la coutume. Pour commencer cette émission, on a demandé à vos collègues ce qu'ils pensaient de vous. Écoutez. C'est un écologiste qui est suffisamment pragmatique pour pouvoir chercher les avancées partout où elles se trouvent. Où je le trouve sympathique. Bah c'est déjà bien. Il est pugnace, hein, par exemple sur le nucléaire. Quelqu'un de très obstiné. Quand on est un écologiste, il vaut mieux être obstiné, tenace, persévérant. Il l'est, très travailleur. Phlegmatique, obsédé par l'écologie virtuelle à laquelle il croit et déconnecté des réalités de terrain dans lesquelles on vit tous les jours. Plutôt courtois, assez en rondeur, ce qui n'est pas toujours le cas de d'autres élus de son mouvement. Denis Baupin reste une passerelle, peut-être une des dernières passerelles entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. J'espère qu'il va continuer à penser que l'écologie politique, c'est la seule façon de transformer la société. Alors, réaction, et surtout, vous continuez à porter ce combat, et notamment au sein d'Europe Écologie Les Verts, vous restez. Moi, je suis écologiste, hein. Je ne vais pas changer d'opinion, ça fait 25 ans. Mais vous pourriez changer d'enseigne. Ouais. Ah, moi, je suis assez pragmatique sur les questions des boutiques. Les boutiques, elles sont au service justement du combat. Hein. C'est-à-dire que la question, c'est des convictions, et quelles convictions et comment on les porter. Et donc ce que je constate dans notre histoire, moi, ça fait 27 ans que je suis membre des Verts, c'est que chaque fois que les Verts n'ont pas su occuper correctement leur espace politique, il s'est créé quelque chose à côté. Il y a eu Génération Écologie, il y a eu Europe Écologie, il y a aujourd'hui maintenant écologistes et l'UDE parce que on n'occupe pas correctement notre espace. Pourquoi on n'occupe pas correctement notre espace? C'est qu'il y a eu une décision qui a été prise de sortir du gouvernement, alors même qu'on avait fait élire François Hollande, puisqu'on avait appelé à voter pour lui au second tour. C'est pour ça que qu'ils sont nous-mêmes, partis. parlementaires, on a été élus en alliance avec le Parti Socialiste. Donc je pense que notre responsabilité, c'est d'être dans l'exécutif. C'est pas facile d'être dans l'exécutif. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis à ELV, parce qu'on est dans une campagne pour les élections régionales. Et j'attends de voir comment ELV tirera les enseignements de cette campagne régionale. Ce qui veut et des dire résultats. clairement que pendant la campagne des régionales, vous ne partirez pas d'Europe Écologie Les Verts, mais qu'après, vous pourriez décider de partir. J'attends de mon parti qu'il comprennent ce qui est en train de se passer, que des gens soient partis, des responsables, des présidents de groupe sont partis sur des désaccords comme cela, ça dit quelque chose d'une absence de débat à l'intérieur. Est-ce que notre parti politique est capable de comprendre ce qui est en train de se passer, comme ça s'est fait justement quand je vous raconte Génération Écologie ou Europe tout Écologie. est possible, vous nous dites tout est possible après. En fonction Si demain on me dit Marine Le Pen a été élue présidente de région, par exemple, prenons un scénario comme celui-là, on n'a rien fait pour vraiment l'empêcher parce qu'il y a eu division des listes au premier tour, etc., mais qu'on s'en fiche. Il y a un moment où, Vous partirez. J'en sais rien, je ne peux pas vous dire, je ne lis pas dans le mar de café. Je préfère me positionner comme quelqu'un qui influence, mais je ne suis pas non plus pieds et poings liés à des décisions qui seraient prises par d'autres et avec lesquelles je ne pourrais pas adhérer. Pour moi, le Front National, c'est un sujet grave. Alors, on va en Le reparler. Front National est aux portes du pouvoir, on ne peut pas simplement continuer à faire la petite tambouille comme d'habitude. Il y a un moment où il faut se dire, qu'est-ce qu'on fait, nous, en termes d'élus républicains, d'élus écologistes, pour faire en sorte qu'on ne laisse pas les manettes à des gens qui vont faire vraiment rien d'écologiste. Vous aurez le temps, évidemment, de développer tout cela. On va commencer par le lundi. Manuel Valls, faites un petit tour en banlieue. Nous sommes 10 ans après les émeutes de Clichy-sous-Bois. Le Premier ministre, accompagné de 17 membres du gouvernement, s'est voulu offensif, en particulier sur le terrain de la discrimination, mais aussi des annonces sur le logement. On voit tout cela avec Jean-Baptiste Daoulas. Manuel Valls en visite avec 17 ministres. Un déplacement en forme d'opération de communication, 10 ans après les émeutes de Clichy-sous-Bois. Mais le Premier ministre refuse de parler d'une reconquête des banlieues. Je ne suis pas à la reconquête, je suis là pour faire le point sur la mise en œuvre
des choix que nous avons annoncés au début de l'année. Au programme, une visite d'un commissariat en construction et d'un quartier réhabilité. Ce qui est important, vous savez aussi bien que moi, c'est pas uniquement la démolition, c'est derrière l'aménagement, y compris de ce qui reste. Le Premier ministre est venu avec des mesures pour les banlieues. Les forces de l'ordre seront équipées de caméras sur le terrain pour lutter contre les discriminations et protéger les officiers. Lutte contre les discriminations également avec des opérations de testing fin 2015 dans le monde du travail pour éviter les inégalités à l'embauche. Enfin, les villes qui refusent d'appliquer la loi sur les logements sociaux sont dans le collimateur du gouvernement. Quand une loi de la République n'est pas appliquée pour la mixité, eh bien, il faut dénoncer ceux qui n'appliquent pas cette loi et faire en sorte que la loi s'applique, tout simplement. Dans les 36 villes mises en cause par le gouvernement, les préfets géreront directement à la construction de logements sociaux. Un ensemble de mesures pour lutter contre ce que Manuel Valls appelle un apartheid dans les banlieues. Denis Baupin, il y a un certain nombre d'annonces faites par le Premier ministre. Il n'y a ni le contrôle aux faciès, il n'y a ni le droit de vote pour les étrangers. Ce sont deux promesses de François Hollande pendant sa campagne présidentielle. Est-ce que ce sont des choses que vous regrettez aujourd'hui? D'abord, dire qu'il y a un certain nombre d'annonces qui sont importantes et que la question des banlieues, je trouve, est insuffisamment présente aujourd'hui dans la campagne des élections régionales. C'est-à-dire que quand on parle de la région, on a une région qui a beaucoup de déséquilibres très importants. Vous avez des départements très riches comme les Hauts-de-Seine ou Paris, et puis d'autres qui sont beaucoup plus défavorisés, et que le rééquilibrage entre les deux, c'est un point important. Deuxième constat, ce qui est dit aujourd'hui sur ces maires délinquants qui ne font pas construire suffisamment de logements sociaux, c'est important aussi. Je constate d'ailleurs que ces maires sont les premiers à dire qu'il faut la tolérance zéro dans les banlieues, mais qui sont des maires de banlieue, donc les annonces, et qu'eux sont des délinquants, mais que immédiatement ils disent « Ah oui, mais nous, on n'a pas appliqué la loi ». Donc c'est quand même singulier de ne donc vouloir vous soulignez appliquer les la loi annonces qui ont été faites lundi dernier. Oui, et donc en ce qui concerne les questions de contrôle aux faciès, je reste... Ou droit de vote des étrangers. Je vais prendre les uns derrière les autres. D'accord. C'est difficile de répondre à deux questions en même temps. Mais je pense que la question du certificat qui permettait de faire en sorte que les mêmes ne soient pas systématiquement contrôlés reste une proposition qui est sur la table, qui faisait partie des engagements de François Hollande. Si c'est trop bureaucratique et trop compliqué, comme l'a dit le Premier ministre, dans ce cas, il faut trouver d'autres façons de procéder. Quant à la question du droit de vote, la question du droit de vote, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et on le voit avec, malheureusement, la question des langues régionales. S'il y a un veto aujourd'hui de la part de la droite au sens large, y compris des centristes, on sait bien qu'on ne peut pas aboutir. Donc il y a une nécessité pour réussir à modifier la question du droit de vote, qu'on puisse passer au Congrès, qu'on y ait un vote qui soit favorable, et donc les 3/5 aujourd'hui, on ne sait pas les réunir. Donc agiter une promesse en disant nous on est pour, mais c'est à cause des autres qu'on ne sait pas faire. On peut le faire, c'est un peu ça a été fait. Politicienne globalement, mais ça entraîne aussi pour les gens le sentiment qu'on soit un peu d'eux. Donc moi je ne suis pas pour qu'on agite tous les jours quelque chose. Ça reste une revendication. Pour moi ce serait quelque chose de légitime totalement qu'il puisse y avoir ce droit de vote, mais il faut bien constater qu'aujourd'hui on n'a pas les conditions politiques pour l'atteindre. Alors on va passer à autre chose, un autre sujet, le front de l'emploi, puisque lundi, il y a une bonne nouvelle, le chômage a baissé au mois de septembre. Elsa Mondingava. C'est la plus forte baisse depuis 8 ans. Au mois de septembre, la France a enregistré 23 800 demandeurs d'emploi en moins. Un résultat encourageant pour la ministre du Travail, de quoi redonner le sourire aux députés socialistes. Les efforts, ça paye toujours. Les efforts des Français et les efforts du gouvernement. Les efforts des Français, c'est ce qu'ils ont consenti depuis plusieurs années pour redresser le pays, redresser ses comptes publics. Les efforts du gouvernement, c'est sans relâche tout ce que nous faisons pour faire en sorte que l'emploi redémarre. Mais l'opposition dénonce, elle, une baisse du chômage en trompe-l'œil. Cette baisse, elle est due à plusieurs sujets. Elle est due essentiellement aussi aux gens qui cherchaient du travail à temps plein et qui n'en cherchent plus à temps plein parce qu'ils voient bien que par découragement, ils arrêtent. On voit aussi que le chômage des jeunes, et c'est tant mieux, diminue, mais c'est parce qu'on injecte massivement des contrats aidés. Prudence aussi pour l'aile gauche du PS, pour qui cette embellie ne valide pas la stratégie du gouvernement. Je l'analyse comme des phénomènes qui sont principalement dus à la baisse du prix du pétrole et à la baisse de l'euro. Et cette baisse qui est dure depuis un moment crée des conditions, je dirais, de rendre plus attractif l'environnement économique pour nos entreprises. Selon les prévisions nationales et internationales, le chômage devrait diminuer en France l'année prochaine. Reste à savoir s'il s'agira d'une baisse nette ou plus d'une stabilisation.
Alors François Hollande a conditionné sa candidature en 2017 à une baisse du chômage. Est-ce que vous pensez, au vu notamment de ces résultats, que c'est bien parti à la fois pour l'emploi et pour François Hollande? Je peux m'en Irma et donc je ne vais pas vous dire. Moi, ce que je constate, c'est une bonne nouvelle. Il faut quand même dire les choses. Quand il y a moins de chômeurs, c'est pas un résultat en trompe-l'œil. Pour vous, c'est quand même... Non, mais c'est un vrai résultat. Après que chacun analyse les causes différentes, c'est possible. Mais de fait, c'est un résultat. Je pense qu'on pourrait avoir des résultats meilleurs. Nous, c'est ce que nous disons en tant qu'écologistes. On aurait pu faire en sorte que la politique qui a été mise en place, notamment le contrat d'impôt pour les entreprises, contrat d'impôt de CICE, donc aurait pu être plus ciblé sur les secteurs les plus créateurs d'emplois. Je pense qu'il y a des secteurs qui sont plus intensifs en emploi que d'autres. Nous le disons notamment dans le cadre de la transition énergétique, quand on fait des énergies renouvelables, quand on fait de la réhabilitation thermique des logements, quand on fait des transports collectifs. Les crédits ne vont pas je pense qu'on devrait plus cibler sur les secteurs les plus intensifs en emploi, puisque l'objectif, c'est bien de créer des emplois. C'est pas de redonner des marges de profit à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. L'objectif, c'est de créer de l'emploi. C'est bien ça l'objectif. Et d'ailleurs, vous dites que c'est bien ça le critère principal pour François Hollande. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on devrait plus cibler sur les secteurs les plus intensifs en emploi. Mais qu'il y ait déjà des premiers résultats en tout état de cause, on peut s'en réjouir. Ça fait d'ailleurs un certain temps que notre pays crée plus d'emplois qu'il n'en détruit. Simplement, comme on a une situation démographique qui est défavorable, puisqu'il y a plus de gens qui arrivent sur le marché du travail, donc il faut c'est en pas créer encore encore l'inversion plus. de la courbe, mais on n'est pas loin. J'en sais rien. Ouais. C'est difficile de savoir sur un point, vous ne faites pas une courbe. Moi, je suis un peu matheux de formation, je suis ingénieur. Et donc, je sais qu'il faut plusieurs points pour faire une courbe. Donc, vous dire qu'aujourd'hui, on a changé la courbe, c'est trop tôt. C'est trop tôt. On va passer au mardi, l'Assemblée qui examine et qui continue à examiner le budget. L'Assemblée qui a donc voté le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, 286 voix contre 245, une majorité légèrement plus large qu'il y a un an. À noter ce chiffre quand même, 27 députés se sont abstenus. Vous avez voté quoi? Pour. Comme toutes les lois de finances, je fais partie de la majorité. Parce que dans votre groupe, c'est un peu compliqué quand même. Parfois, il y a des différences. Dans notre groupe, ça ne nous a pas échappé. Ça rejoint un des débats que nous avions tout à l'heure, à savoir comment on se situe en tant qu'écologiste par rapport dans le rapport au pouvoir. Moi, je crois qu'on est plus utile quand on est à l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut faire des compromis. Mais c'est pas dommage pour un sujet aussi important que la santé, de la sécurité sociale, qu'il y ait des votes comme ça un peu... Je ne vais pas vous dire que c'est dommage que les gens ne soient pas d'accord avec moi, mais en même temps, bon, on fait ce constat aujourd'hui, et ce débat-là n'est pas un débat négligeable sur comment est-ce qu'on pense qu'on pèse le plus. Moi, j'ai été maire adjoint de Paris pendant 11 ans. Je veux dire, j'ai voté forcément des choses qui étaient la majorité socialiste. C'est obligatoire. Oui, le budget, forcément, on le vote, mais en plus, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord avec nos partenaires socialistes, sinon on serait tous dans le même parti. Mais il y a un équilibre, c'est-à-dire qu'à partir des rapports de force qui sont sortis de ce qu'ont dit les électeurs, c'est ça la démocratie, eh bien on obtient un certain nombre d'avancées, qui sont des avancées qui sont utiles à l'écologie, tout en étant évidemment solidaires de choses avec lesquelles on est moins d'accord. Bon, mais ça fait partie... Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est... Les discussions que vous avez avec Cécile Duflot, on va nommer les gens, parce que c'est visiblement elle qui tient la tête de ceux qui ne veulent pas voter ou qui s'abstiennent dans votre groupe. Comment est-ce que vous arrivez à discuter encore aujourd'hui? Comment vous pouvez vous mettre d'accord alors que sur l'essentiel, vous ne l'êtes pas? Non, sur beaucoup de choses, on est d'accord. Sur le fond, on est d'accord. On est d'accord qu'il faut sortir du nucléaire. Le budget, c'est l'essentiel et vous ne l'êtes pas. On n'est pas forcément d'accord sur les actes définitifs à la fin, sur qu'est-ce qu'on vote. Parce qu'en fait, à la fin, on sait que ce budget va passer. Donc ça ne dépend pas de notre vote. Donc la question est de savoir dans quelle stratégie on s'inscrit. Nous sommes un certain nombre à penser qu'on doit s'inscrire dans une majorité, parce qu'à partir du moment où on s'inscrit dans une majorité, on pourra obtenir de nos partenaires des avancées sur des sujets qui nous importent en tant qu'écologistes. Il y en a d'autres qui pensent que, globalement, ils sont trop en désaccord avec ce gouvernement pour leur faire ce cadeau, qu'ils pourraient estimer être un cadeau, de voter pour. Voilà, c'est une différence de stratégie qui est pas illégitime. Comme ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans notre histoire, cette question, on est un mouvement jeune par rapport à toutes les autres formations politiques. Les écologistes, c'est un mouvement jeune. Ça fait maintenant presque 40 ans, malgré tout que l'écologie existe, mais regardez le mouvement ouvrier, le temps qu'il lui a fallu pour se construire, etc. Oui, mais et donc, 2017, ça arrive vite, vous n'allez pas pouvoir vous mettre... mais je ne vous dis pas que tout ça est simple, et je préférais qu'on arrive à grandir plus vite. Mais dans la question du rapport au pouvoir, les écologistes ont progressé sur le pouvoir local, sur le pouvoir régional.
c'est aujourd'hui accepté de participer. Au niveau national, pour l'instant, il n'y a pas une maturité suffisante pour que l'ensemble de la famille se mette d'accord dans quelles conditions on gouverne. Et donc ça se fait de façon un peu en hoquetant. Donc on avait bien construit la participation au gouvernement. Oui, mais on avait bien construit toute la période pour aller au gouvernement. C'est-à-dire qu'on avait préparé un accord, etc. Participé aux négociations, etc. Bon, et donc ça s'est bien passé. Et puis tout d'un coup, il y a eu une rupture. Cette rupture n'a pas été discutée collectivement, elle a été mal vécue et elle continue à diviser profondément. Est-ce qu'un jour, on va réussir à retrouver un chemin ensemble et se comprendre sur c'est quoi les conditions collectives? Moi, je l'espère parce que la famille écologiste peut avancer plus. Mais enfin, bon, si on n'y arrive pas, il existe un parti socialiste et un parti communiste au sein de ce qui s'appelait autrefois le mouvement ouvrier. Et donc vous leur dites d'aller voir là-bas? Non, c'est pas ça que je dis. Mais il peut exister pendant un certain temps un parti écologiste plus protestataire et un parti écologiste plus transformateur. Et puis voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'histoire s'écrit. De la même façon que vous avez la CFDT et la CGT chez les syndicats. Vous avez des niveaux de participation aux responsabilités qui ne sont pas les mêmes. Allez, on va parler santé. En attendant de voir la suite de l'histoire, voilà, on revient aux affaires parlementaires. Députés et sénateurs ont échoué à trouver une version commune sur le projet de loi santé qui instaure notamment le tiers payant généralisé. Retour donc à l'Assemblée nationale pour une nouvelle lecture. Explication Mounir Soussi. 1 heure de discussion a suffi pour acter le désaccord et l'échec de la commission mixte paritaire sur le projet de loi santé. L'issue était prévisible. Au cours de son examen au Sénat, le texte avait été vidé de ses mesures phares par la majorité de droite. Je pense qu'à l'Assemblée nationale, Madame la Ministre va souhaiter en effet remettre ses marqueurs, ce qu'elle appelle ses marqueurs forts du texte et justement sur lesquels nous sommes opposés, sur lesquels les professions de santé sont surtout très remontées, puisqu'il y a une unanimité des syndicats médicaux contre le projet de loi. Le projet de loi a poussé de nombreuses corporations dans la rue. Les médecins libéraux avaient manifesté pour dénoncer ce texte et notamment la mise en place du tiers payant généralisé, une promesse de campagne de François Hollande. Les buralistes s'étaient insurgés contre l'instauration du paquet de cigarettes neutres. Mais pour le gouvernement, ces deux mesures sont centrales. Un certain nombre de divergences, mais les deux principales, c'est évidemment, ce sont le paquet neutre et ce sont la généralisation du tiers payant. Et ça, c'était des points, j'allais dire, presque de non-retour qui ont fait qu'il n'y a pas eu d'accord sur la CMP. À partir du 16 novembre, le texte va revenir à l'Assemblée nationale. La ministre de la Santé espère que son projet de loi sera adopté avant la fin de l'année 2015. Alors, tiers payant obligatoire, paquet de cigarettes neutres, c'est quand même deux mesures très importantes de santé publique. Il n'y a pas d'accord entre députés et les sénateurs. Vous pensez que le gouvernement a raison d'aller jusqu'au bout, malgré la très forte opposition, et notamment des médecins? Et des médecins. Oui, il faut continuer à discuter, à avancer sur les mesures. Mais enfin, quand il y a des mesures comme celle-là, qui sont des mesures sociales positives ou des mesures de santé, le paquet de cigarettes neutres, mais aussi il y a des mesures dans cette loi sur la santé environnementale qui sont importantes, il faut qu'on aille au bout. On a été élus pour ça. C'est pas risqué, cette stratégie, quand on a comme ça toute une profession? Alors ça veut dire qu'il faudrait rien changer, rester dans l'immobilisme et ne pas avancer, alors que la demande aujourd'hui de la société, c'est quand même qu'on ait une santé qui soit plus accessible pour tous. Donc non, moi je pense qu'il y a un moment où, il y a du rapport de force parfois dans la société, mais il faut assumer son rôle. C'est nous qui avons été élus qui devons rendre des comptes, et si on ne veut plus de nous, on nous virera. Mais de fait, sur ces mandats sur lesquels on a été élu, on doit avancer et assumer le rôle de représentativité de la société. Denis Maupin, autre texte que les sénateurs ont rejeté, c'est le projet de loi de ratification des chartes sur les langues régionales. Une question préalable votée par la droite et une majorité des radicaux a entraîné le rejet du texte. Manuel Valls, lui, est venu dire aux sénateurs ce qu'il en pensait. Écoutez, vous réagissez juste après. Je déplore ce choix. Et je le redis très sincèrement, je crois que ce choix est une erreur. Une erreur politique, car pour masquer vos propres divisions sur cette question-là, c'est des choses qui arrivent, vous avez utilisé un artifice de procédure. Vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. Une erreur, car vous, majorité sénatoriale, vous avez refusé par ailleurs, et avec parfois quelques contradictions avec ce qu'on peut entendre à quelques semaines du rendez-vous des régionales, d'entendre les territoires que vous représentez. Une république forte, monsieur le sénateur, c'est une république une et indivisible, pas une république enfermée dans une conception étroite et rabougrie de son unité, pas une république au cœur sec qui chasse de son patrimoine national tous ces imaginaires sans laquelle la langue française, notre culture, ne serait pas aussi belle.
Il est allé loin, le Premier ministre. Vision rabougrie de la République, a-t-il dit au sénateur. Moi, je suis complètement d'accord. Enfin, de fait, nous défendons, nous, en tant qu'écologistes, depuis très longtemps, la reconnaissance des langues régionales. On est le seul pays de l'Union européenne à avoir une seule langue qui soit reconnue. Tous les autres pays reconnaissent plusieurs langues sur leur territoire. C'est-à-dire parce que ça fait partie de la diversité. La langue française restera la langue d'unité sur l'ensemble du territoire. Mais reconnaître la capacité pour ces autres langues régionales à pouvoir exister... C'était peut-être pas le bon moment de faire ce débat avant les élections régionales. Ah bah c'est jamais le bon moment. Ouais. Hein, quand les gens ne veulent pas, mais enfin il y a un moment, la question c'est pas de savoir si on fait de la tactique politicienne ou si on pense, si on a des convictions et qu'on les porte. Là il y avait un vrai débat d'idées. République, identité. Oui, j'ai un vrai débat d'idées, mais à l'Assemblée nationale aussi. Mais au sein du vote qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, il y avait pas mal de députés de l'UMP qui ont voté pour cette modification, ratification de la langue des chartes, la ratification de la charte des langues régionales. Pardon. Parmi les détracteurs de cette charte, certains disent acter la reconnaissance des langues régionales, c'est faire un pas vers le communautarisme. Ouais, quoi n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Enfin, franchement, est-ce que donc l'ensemble des autres pays de l'Union européenne qui reconnaissent les langues régionales sont des pays communautaristes? Est-ce que cette charte, donc, qui était une charte de l'ONU, est une charte communautariste? Non. Il y a un moment, on peut avoir une capacité. Ce que vous leur dites au sénateur. Je leur dis, peut-être reprenez-vous, si vraiment c'est une question purement politicienne parce qu'il y a des élections régionales et que ça les gênait de le voter maintenant, peut-être de revoir un peu leur copie d'ici quelques temps pour qu'on puisse éventuellement repasser ce sujet. Parce que de fait, aller au Congrès, et aller devant le Congrès. Oui, aller devant le Congrès et de pouvoir faire cette avancée qui serait quelque chose, qui serait une reconnaissance. Ça n'enlève rien à personne. Ça n'enlève rien à personne. C'est juste un droit supplémentaire pour ceux qui ont envie de se reconnaître dans leur origine, leur tradition, leur culture, et d'être. On est chacun un ensemble de cultures. On n'enlève pas de droit, c'est un droit supplémentaire. Oui. On va passer au mercredi. Encore lui, le Premier ministre, il est invité, il est partout. Il est invité du Bon du Blog. Et au cours de cette interview, le Premier ministre a fait une déclaration. Tout devrait être fait pour empêcher des victoires du Front National au régional. Voilà une phrase qui a déclenché une avalanche de réactions politiques. On voit tout cela avec Jean-Baptiste Daoulas. Un Front National au plus haut dans les sondages, Emmanuel Valls relance le débat sur le Front républicain. Il est hors de question de laisser le Front National gagner une région. Donc tout devra être fait pour l'empêcher. Tout devra être fait pour l'empêcher. Donc je vous donne rendez-vous le soir du premier tour. En septembre, pourtant, Jean-Christophe Cambadélis estimait que les positions extrémistes de Xavier Bertrand et Christian Estrosi empêchaient tout front républicain. Ce matin, le patron du PS est beaucoup moins catégorique. Je n'exclus rien, mais ma pensée première est pour gagner le premier tour. Un front républicain ressuscité, mais avec qui ? À la gauche de la gauche, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas en entendre parler. J'estime que c'est mélanger les torchons et les serviettes, c'est violer le vote des gens. Quant aux Républicains, ils ne veulent ni fusion, ni désistement avec le PS. Quoi que fasse le Parti socialiste, ce n'est pas notre problème. Nous ne leur demandons rien. En aucun cas, nos candidats ne prendront langue avec le Parti socialiste. Mais pour compliquer encore un peu les choses, le MoDem et l'UDI, alliés aux Républicains pour les régionales, plaident pour le Front républicain. Si on identifie un risque mortel, alors on s'engage. Et il revient aux responsables des courants différents du pays de dire qu'au deuxième tour, il faut voter pour celui qui pourra faire barrage au Front National. Comme nous l'avons fait au moment des élections départementales, on se positionnera, entre guillemets, département par département, c'était le cas à l'époque, région par région demain. À un mois du premier tour des régionales, la stratégie des partis républicains face au FN reste floue. De quoi déstabiliser encore un peu plus leurs électeurs. Tout doit être fait, a dit le Premier ministre. Est-ce que ça veut dire, si on prend un exemple très concret, Sandrine Rousseau, qui est candidate Europe Écologie Les Verts dans le nord de la France, doit-elle retirer sa candidature, par exemple? Il reste quelques jours encore. Moi, j'ai toujours plaidé dans ces deux régions, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et PACA, pour des listes communes de gauche dès le premier tour. Donc, je n'ai pas changé d'avis. Donc, si on peut encore réussir à faire l'union dès le premier tour, j'en serais très heureux. Est-ce que selon vous, c'est possible ou pas? Si les gens ont envie de le faire, il y a toutes les possibilités pour le faire. Je pense qu'il y a un besoin face au Front National. On est face à un danger
non pas seulement pour nos convictions, mais pour le fonctionnement de la République. Je pense qu'il faut bloquer la capacité du Front National à monter en puissance et donc éviter, en effet, qu'ils prennent la tête des régions. Mais je veux signaler quand même qu'on voit bien dans toute cette histoire où les électeurs ne doivent pas comprendre grand-chose, que finalement, tout ça n'arrive que parce qu'on a des règles du jeu particulièrement compliquées. C'est-à-dire qu'on a une soi-disant proportionnelle, mais avec une prime pour la liste arrivée au second tour. Oui. Si on avait une proportionnelle simple, à un tour, on aurait des assemblées qui seraient élues en proportion. On n'aurait pas besoin de se poser la question est-ce qu'on fusionne nos listes ensemble, etc., entre les deux tours, voire avant le premier tour, comme je le suggérais à l'instant, et simplement d'élire. Demander un changement de mode de scrutin. Et le mode de scrutin qu'on a eu pendant un certain temps pour les élections régionales, qui était purement proportionnel, pourquoi il a été changé? À cause déjà du Front National. Parce qu'une partie des électeurs, pas une partie des élus plutôt, de l'UMP s'était alliée avec le Front National pour prendre des majorités. Là, on changerait encore une fois à cause du Front National. Et je pense que finalement, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut permettre éventuellement à Marine Le Pen, avec 34% des voix, si c'est ce qui a un peu plus d'un tiers des voix, de prendre la prime et d'avoir l'ensemble du pouvoir. Et donc, alors que si on avait un mode de scrutin proportionnel, quelqu'un qui a 34% des votes a 34% des sièges. Et donc, on pourrait se retrouver... On pourrait se retrouver. Ouais. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, les candidats en question, s'ils se maintiennent, vous direz qu'ils devront assumer, prendre leurs responsabilités en cas de victoire du Front National. Je pense qu'en effet, si jamais le Front National gagne dans certaines régions, ceux qui auront pensé qu'ils pouvaient continuer à faire de la politique comme d'habitude porteront une responsabilité, oui. Oui, mais moi je suis inquiet sur le fait qu'on considère que finalement, on va faire chacun ses petites listes, essayer de grappiller un certain nombre de voix pour essayer, dans des fusions compliquées, etc., de pouvoir éventuellement que la liste de gauche passe devant celle de droite, etc. Sauf que si de toute façon c'est le Front National qui est au-dessus, c'est le Front National qui gagnera. Donc là, cette histoire de tambouille, etc., ne prend pas en compte le fait qu'on est passé dans un monde tripolaire quelque part. Vous oubliez tous ces petits calculs, vous dites qu'il faut penser. Oui, il y a un tel danger, il y a une telle responsabilité face au Front National qu'on doit changer notre. Il y aura des leçons à tirer au vu de 2017 ? On est dans le même cas de figure, c'est-à-dire d'un mode de fonctionnement, la présidentielle, où on l'a conçu pour un monde bipolaire. Et donc, vous n'avez que 2 candidats qualifiés au second tour. Bon, on ne va pas changer l'élection présidentielle d'ici l'élection de 2017. Mais donc, ça veut dire que quand vous avez 3 forces à peu près équivalentes, c'est le 3e qui se fait éliminer. Bon, et donc ça peut être à quelques centaines de milliers, quelques dizaines de milliers de voix éventuellement éliminées. Donc la question de savoir comment, dès le premier tour, vous êtes obligé de vous rassembler, se pose. Et donc, ça veut dire pas de candidat vert ? Moi j'ai défendu le fait que les écologistes aient un candidat à l'élection présidentielle systématiquement, depuis toujours, parce que c'est une élection structurante. Sauf que, cette fois-ci, en effet, la question se pose différemment avec le fait que, pour la première fois, on sait que le Front National a une très forte probabilité d'être au second tour. Donc vous demandez à Cécile Duflot de ne pas s'engager ? Je dis, la question doit être posée. Mais ça ne veut pas dire systématiquement qu'on doit forcément s'effacer s'il n'y a pas d'autres candidats qui peuvent représenter l'écologie. À un moment donné, il faut un message clair aussi. Oui, mais ça va se construire. Il faut un temps pour le construire. Mais si la question qui est posée, c'est par exemple de soutenir François Hollande, dans le cas où il serait candidat dès le premier tour de l'élection présidentielle, pour qu'il puisse y avoir cette possibilité-là, encore faut-il que non seulement les appareils écologistes, mais surtout les électeurs écologistes puissent avoir envie de voter pour lui. Donc ça dépendra de son bilan en termes d'écologie et de son projet. Dans son bilan, par exemple, il y a une promesse assez emblématique qui s'appelle la fermeture de Fessenheim dans le quinquennat. Eh bien, aujourd'hui, les conditions sont réunies pour pouvoir fermer Fessenheim. C'est-à-dire que d'un point de vue juridique, d'un point de vue technique, je veux non seulement un engagement, mais je veux une fermeture dans le quinquennat. C'est possible. S'il n'y a pas de fermeture, ça remet en question la capacité de François Hollande à pouvoir convaincre les électeurs écologistes. On n'est pas dans le oui et non aujourd'hui, à 1 an et demi de l'élection. La question aujourd'hui, c'est, je pense que son intérêt à lui, s'il veut pouvoir aller à l'élection présidentielle et convaincre les électeurs écologistes, c'est d'avoir tenu son engagement. Puisqu'il est possible de le tenir, il faut le tenir et on va fermer Fessenheim en 2016. En parlant d'engagement, ça va me permettre de faire ma transition. Il y a la présidente de France Télévisions qui a été auditionnée par les députés et qui a donc pris un engagement devant la représentation nationale. Écoutez. Je m'engage à ce qu'on soit à déficit zéro en 2016. Je ne lâcherai rien sur le plan d'économie. Mais en parallèle, il faut aussi, bien entendu, qu'on lance dès à présent des réformes de structure. On a enchaîné des plans de départ en retraite. On est aujourd'hui dans un plan de départ volontaire. Je crois qu'on ne peut pas considérer que cette entreprise puisse retrouver son énergie, retrouver un élan vital, retrouver une envie d'être plus efficace, d'être plus productif, si on enchaîne
comme cela les plans de départ. Question très rapide, le gouvernement a refusé le retour de la publicité, l'augmentation de la redevance. Est-ce que c'est une erreur ? Écoutez, je ne suis vraiment pas spécialiste sur ces questions, je le reconnais volontiers. Donc, je n'ai pas une vision claire de ce qu'il faudrait faire en la matière. Remettre de la publicité, je ne pense pas, parce que de fait, on s'est habitué, et tant mieux, à avoir moins de publicité. Mais trouver des recettes supplémentaires pour que France Télévisions puisse fonctionner, ça me paraît important. Alors, on va revenir dans l'hémicycle de l'Assemblée. Lors des questions d'actualité, Henri Guénaud s'en est pris à la justice. L'ancien conseiller de Sarkozy, condamné la semaine dernière pour outrage à magistrat, a profité de la séance de questions pour interpeller le gouvernement. Écoutez. Instruction à charge, mise en examen injustifiable, mépris de la Constitution, mépris de la loi, mépris des victimes. Abus de pouvoir, voilà le visage d'une justice qui ne mérite plus son nom. Dans la magistrature, comme partout ailleurs, il y a des gens qui honorent leurs fonctions, il y a aussi des pervers, des psychopathes, des militants aveuglés par leur idéologie. Question qui s'adresse aussi au vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que le député Henri Guénaud est sorti de son rôle ? Écoutez, je ne sais pas s'il faut le qualifier de pervers ou de psychopathe, ou si, c'est ce genre de qualificatif, on pourrait l'utiliser. Il dit il y a des magistrats, on pourrait dire aussi il y a des élus, etc. Ils devraient être un peu à la hauteur de leur rôle. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire, cette provocation qu'il fait? C'est vraiment de la provoque. C'est pas digne d'un élu de la République pour vous? Non, c'est pas digne. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas eu un élu républicain qui l'a applaudi. Ils ont tous regardé leur godasse. Hein. C'est-à-dire, ils étaient très gênés par cette offensive qui est juste liée à un règlement de compte parce qu'il n'est pas content d'une décision de justice le concernant. Enfin, c'est incroyable. Bon, en plus, 2 jours après, qu'est-ce qu'il nous explique? C'est qu'en plus, il pourrait travailler avec Marion Maréchal Le Pen. Donc on est sur un élu qui est en train de dériver complètement dans quelque chose qui n'est pas l'image qu'on pouvait avoir d'Henri Guénaud, quels que soient les désaccords, qui était plutôt un élu justement très attaché à la République. Je pense qu'en tout cas, je ne sais pas à quoi il est en recherche, mais c'était très choquant. Enfin, sur le moment, tout le monde se disait, mais jusqu'où il va aller dans ce truc, qui était en plus un truc qu'il avait lu, écrit, je veux dire, et donc il lisait un papier avec cette volonté, visiblement, d'en découdre avec la justice, juste pour régler un compte personnel. Enfin, c'est pas à la hauteur, franchement. On passe au jeudi. Nicolas Sarkozy, lui, est à Moscou. Voilà une visite qui a fait du bruit en France. Diplomatie parallèle, selon certains. Manuel Valls a mis en garde l'ancien président de la République. Regardez. François Hollande et Vladimir Poutine début octobre, des rapports froids et de nombreux désaccords. Nicolas Sarkozy avec le même Vladimir Poutine jeudi soir, sourire et tutoiement. L'ancien président de la République, lui, formule le souhait d'un retour de la Russie sur la scène internationale. J'ai dit à M. Poutine que je ne comprenais pas pourquoi on exclut la Russie du G8. Justement parce qu'il y a des désaccords, il faut pas davantage parler. Une position contraire à la diplomatie française qui s'oppose encore à la Russie sur le dossier syrien. Une attitude contre-productive d'après le Premier ministre. Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, il rencontre qui il veut. Mais moi, ce que je souhaite, d'une manière générale, c'est que l'opposition comme la majorité, sur les questions de politique étrangère, sur les questions de défense, comme le souhaitent les Français, nous nous retrouvions sur l'essentiel. C'est-à-dire, en l'occurrence, une politique, une vision commune de ce qui se passe en Syrie. C'est ce que je demande aux leaders de l'opposition, qu'ils ne mettent pas en cause ce qui est aujourd'hui engagé. Une demande que Nicolas Sarkozy balaye d'un revers de main. Je ne veux pas polémiquer avec M. Valls. On a parlé avec M. Poutine de choses tellement plus importantes que la petite politicaille. Et d'ajouter qu'il lui paraît normal de parler en tant que président de l'opposition avec les chefs d'État. Katia va vous poser la question sur Nicolas Sarkozy et ce voyage. Je vous présente Jim Jarassé, notre partenaire du SCAN et du Figaro, qui va vous interviewer dans quelques secondes. Alors, Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine se connaissent assez bien, peut-être mieux que ne se connaissent François Hollande et Vladimir Poutine. Est-ce que ça ne peut pas avoir du bon quand même, ce type de rencontre? Ça peut pas avoir du bon pour les relations diplomatiques? Franchement, ça m'a rappelé quelque chose. Moi, ça m'a rappelé Georges Marchais en 1980, allant à Moscou et disant que l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique, finalement, c'était bien. Il y a un côté, je vais à Moscou, et puis je dis du bien des leaders à Moscou. Je trouve que quelque part, c'est même vraiment pas à la hauteur de ce que doit être le rôle d'un ancien président de la République. Donc, c'est de la diplomatie parallèle? En tout cas, ou c'est de la volonté d'essayer de se positionner sur le champ politique national, mais en utilisant l'international et finalement en allant cautionner des choses. Pas diplomatique. Il y a quand même des problèmes avec l'Union, avec la Russie aujourd'hui.
je veux dire la question de l'Ukraine, de la Crimée, la question de la Syrie, etc. Donc est-ce qu'on peut se permettre comme ça d'aller voir un chef d'État et de dire oh ben il y a le président en exercice, mais moi l'ancien président qui aspire à le redevenir, finalement je vais mener une autre politique par rapport à la Russie. Tout ça n'est pas à la hauteur aujourd'hui de ce que devrait être une capacité dans un pays qui a une responsabilité aujourd'hui dans plusieurs conflits. Vous dites que Nicolas Sarkozy importants. n'a pas été à la hauteur. Oui, je pense, en effet, c'est quelque chose qui cherche à essayer de se positionner par rapport à des enjeux politiques internes français. Pas digne d'un ancien président de la République, sur la primaire interne. Oui. Oui, exactement. Oui, je pense que c'est pas digne d'un ancien président de la République, parce que de fait, quand on a été président de la République, quand on aspire en plus à le redevenir, je veux dire, on doit avoir une vision quelque part de ce que sont des questions. On est convenu sur des questions de guerre et de paix, qui sont importantes, qu'il s'agisse du Proche-Orient ou qu'il s'agisse de l'Ukraine, sur lesquelles on peut pas juste tout d'un coup dire le contraire de ce que le chef de l'État, qui a quand même été élu par les Français. Il y a un moment aussi, si on est républicain, si on accepte et qu'on est démocrate et qu'on accepte le résultat des élections, il y en a qui sont en fonction pendant 5 ans, on peut être en désaccord, mais aller sur place, faire le petit télégraphiste pour dire finalement, coucou, moi je suis le représentant de Poutine, celui qui est le plus proche, en compétition avec Marine Le Pen, etc., qui elle aussi veut être proche de Poutine, et puis aussi Mélenchon, etc. Enfin, c'est très bizarre. Moi je trouve très bizarre aujourd'hui cette surenchère qu'il peut y avoir chez un certain nombre de personnes qui sont des acteurs politiques en France à vouloir être les plus proches de Poutine. On va passer à la loupe du scan. Jim est avec nous. Jim, c'est à vous. J'aimerais qu'on reparle avec vous, Denis Baupin, de l'ambiance au sein du groupe écologiste à l'Assemblée. Vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Vous avez dit dans un bel euphémisme, on n'est pas toujours forcément d'accord. Alors il y en a un au groupe écolo qui est beaucoup plus direct, c'est François de Rugy qui dit « c'est une guérilla permanente ». Est-ce que vous iriez jusque-là ? Non, mais ça dépend sur quoi. C'est-à-dire que sur le fond des sujets, moi je suis très étonné dans nos réunions de groupe, sur le fond des sujets, quand on débat sur la question de l'énergie, quand on débat sur la question des réfugiés, etc., globalement, on a une philosophie commune. C'est pas par hasard si on est écologiste et qu'on travaille depuis des années. Mais c'est vrai qu'après, cette question de la stratégie qu'on peut avoir vis-à-vis du gouvernement fait que, après, ça entraîne des biais sur la façon de présenter les choses. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on a on retrouve souvent des désaccords entre nous, oui. Mais c'est plus des désaccords sur la stratégie à mener que vraiment sur le fond, en tout cas des convictions en profondeur. Est-ce que vous n'avez pas été déçu finalement un peu par Cécile Duflot, qui aurait peut-être privilégié ses intérêts personnels aux intérêts du parti, en se rapprochant à un moment de Jean-Luc Mélenchon, en parlant de la présidentielle ? Est-ce que ça a été son rôle ? Est-ce qu'elle vous a pas un peu déçu ? Moi, j'ai été déçu quand Cécile Duflot est sortie du gouvernement. Je ne vais pas vous le cacher. Je veux dire, je la trouvais très bonne ministre. Je la soutenais à fond comme ministre. Je l'avais soutenue comme secrétaire national pour qu'on fasse l'accord avec les partis socialistes pour qu'on arrive aux responsabilités. Et je pense que la sortie du gouvernement a été une très grosse erreur. Je veux dire qu'il nous a privé de beaucoup de capacités de levier. Je veux dire, à l'époque, il lui a été proposé d'être ministre de l'écologie et de l'énergie, dans une période où on était en préparation d'une loi sur la transition énergétique. On allait accueillir la conférence climatique qui a lieu dans quelques semaines, dans une période où on a nommé un nouveau président à EDF, un nouveau président à GDF Suez, en tout cas le futur qui sera nommé, le nouveau patron d'Areva, le nouveau patron du CEA. Enfin, je veux dire, la capacité des écologistes à peser à ce moment-là sur les politiques énergétiques dans le pays le plus nucléarisé du monde, c'est quelque chose pour moi, en tout cas en termes de conviction, qui était très important. Et donc, sortir comme ça, je pense que c'était une erreur. Situation compliquée aussi au Sénat. Il y a, en effet, au Sénat, c'est compliqué aussi, puisque Jean-Vincent Placé est menacé d'une fronde. On sait que le groupe est composé de 10 parlementaires écologistes, soit le nombre minimum requis pour qu'ils puissent survivre. C'est-à-dire que si on a un qui part, le groupe est mort. Est-ce que c'est une hypothèse crédible ? Il faut qu'ils se mettent d'accord. Moi, je pense qu'on a réussi à se mettre d'accord à l'Assemblée nationale sur un mode de fonctionnement qui est chaotique. Mais enfin, vous allez regarder comment fonctionnent d'autres groupes, comme le groupe socialiste, comme le groupe républicain, etc. Il y a des divergences à l'intérieur, mais ils trouvent un mode de fonctionnement. Ben voilà, il faut en changeant de président, peut-être Ouais, je ne vais pas m'ingérer dans la question des sénateurs, parce que j'ai mon avis, mais ce n'est pas à moi d'aller dire ici ce que je pense sur la façon dont ils doivent s'organiser. C'est à eux de le faire, de la même façon que je n'aurais pas accepté que les sénateurs nous disent à nous, les députés, conseil peut-être, parce que vu que vous non, mais vous êtes rigolo. Vous allez transformer, donner un avis en un conseil, etc., pour que j'essaye de dire l'inverse de ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Parlons toujours de Jean-Vincent Placé. Il vient d'obtenir une place sur la liste de Claude Barthelone dans l'Essonne pour les régionales en Ile-de-France. Stéphane Gatignon aussi, qui a quitté Europe Écologie, sera sur 5e de liste en Seine-Saint-Denis. Ça vous agace pas un peu de voir ces anciens écolos qui vont du coup se retrouver opposés à la liste d'Emmanuel Cos
au premier tour. C'est bon. Comment vous le vivez? Je suis en désaccord avec eux sur le fait d'avoir choisi cette stratégie. Ils le savent, voilà, sur le fait que je pense que, quels que soient nos désaccords sur la politique nationale, ça ne justifiait pas que dans la région Île-de-France, on se divise à partir du moment où, dans la région Île-de-France, Europe Écologie Les Verts avait choisi l'autonomie par rapport au Front de gauche, ce qui était quand même l'un des critères sur lequel il y avait un désaccord entre Jean-Vincent et d'autres et Europe Écologie Les Verts. Voilà, ils ont fait leur choix. Maintenant, ces listes sont déposées. Il y aura de toute façon un bulletin de vote écologiste aux élections régionales sur les tables lorsque les électeurs iront voter le 6 décembre. Et ce sera le bulletin de vote d'Emmanuel Cos. Dernière question très rapidement. Philippe Verdier, qui est le monsieur météo de France 2, qui est auteur, on le sait, d'un livre qui remet en cause le consensus scientifique autour du réchauffement climatique. Il a été convoqué cette semaine par sa direction à France Télévisions pour un entretien préalable à un licenciement. Est-ce qu'il faut en aller jusque-là ? Franchement, c'est pas à moi de m'occuper de France Télévisions. On est l'ORTF, c'est fini. Hein. Donc, de fait, par contre, je pense que les climato-sceptiques, comme on les appelle, il y en a deux catégories en fait. Il y a une catégorie, c'est ceux qui sont payés par les lobbies. Les lobbies pétroliers, du charbon, etc. Et donc qui utilisent leur statut pour défendre quelque chose d'indéfendable, c'est-à-dire que le changement climatique n'existerait pas. Et puis il y a des gens qui cherchent à se faire une notoriété. Moi, ce monsieur, je ne connaissais pas son existence jusqu'à temps qu'il devienne un des plus connus. Donc pas forcément obligatoire, quoi. Enfin, c'est franchement pas à moi d'en décider. On a assez de choses à décider qui sont de notre responsabilité, sans aller nous ingérer à la place de la présidente de France Télévisions. Merci Jim pour cette analyse. On vous retrouve la semaine prochaine. Et nous, on termine avec un sujet pour vous, Denis Baupin, le diesel. Les 28 pays européens ont voté l'assouplissement des taux de pollution pour les moteurs diesel. Écoutez la réaction de Ségolène Royal, la ministre. C'est insuffisant, c'est même très insuffisant. Mais c'est une première étape, c'est-à-dire que le point positif, c'est que les contrôles des véhicules seront faits en circulation réelle, c'est-à-dire seront de vrais contrôles. Oui, ça c'était donc la réaction de Ségolène Royal sur les contrôles des véhicules. L'Union européenne, Denis Baupin, s'est-elle mise à genoux devant le lobby automobile je suis inquiet sur la décision qui a été prise. Pas par l'Union européenne, par un comité ad hoc dont on ne connaît même pas la composition. Mais c'est quand même au titre des... Oui, mais justement, mais donc ce qu'a dit Ségolène Royal, et je pense qu'elle a raison, c'est que les ministres doivent se ressaisir du sujet. C'est-à-dire que c'est aux politiques, ceux qui rendent des comptes, ceux qui sont élus, de prendre les décisions. Aujourd'hui, elle a raison de dire que le dispositif qui est prévu d'homologation est mieux que celui qui est en vigueur aujourd'hui, dont tout le monde sait qu'il est truqué par tout le monde. Tous les constructeurs automobiles, mais de fait, passer d'un mécanisme à l'autre n'autorise pas pour autant à changer la façon dont on va calculer. Et c'est ça qui pose problème. C'est qu'aujourd'hui, au travers de la décision qui a été prise cette semaine, on donne le sentiment qu'on va autoriser les constructeurs automobiles à polluer plus que ce qu'on va dire aux consommateurs. Évidemment, non, il faut revenir sur cette décision. Il faut que les consommateurs puissent avoir confiance dans ce qu'on leur dira et donc que les tests soient réellement des tests qui permettent de mesurer la réalité des pollutions. C'est le mot de la fin. Merci Denis Baupin. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine.